Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Tambouille électorale. Dans sa narration sur la reprise en main de l'Auvergne par Théodoric le Fourbe, l'inénarrable Grégoire de Tours mentionne un petit jeu de chaises musicales et épiscopales autour de l'année 523, et je le cite. Sa femme et sa sœur envoyèrent Apollinaire vers le roi Théodoric. Cet homme lui fit beaucoup de présents, et en le quittant, il obtint l'épiscopat de Clermont. Il en jouit injustement pendant 4 mois, puis sortit de ce monde. Lorsque sa mort fut annoncée à Théodoric, il ordonna d'instituer à sa place Saint Quintien et de lui remettre tous les pouvoirs de l'Église, disant « Il a été chassé de sa ville à cause de son attachement pour nous. » Et aussitôt, il envoya des messagers convoquer les prêtres et le peuple qui l'élevèrent au siège de l'Église d'Auvergne et le firent le 14e évêque de cette ville. 10 livres d'histoire par Grégoire de Tours, chapitre 3. Le processus de nomination des évêques est l'un de ces débats sans fin qui agitent périodiquement l'ère mérovingienne, constamment rediscutés et remis en chantier le long des conciles successifs. Pourtant, la tradition clero et populo, rappelée au fil du temps par les pères de l'Église et aussi par les grands conciles, affirmait clairement que seul un homme de la région pouvait être élu, et ce, par les évêques de sa province et le peuple de la cité. Exactement l'inverse donc de ce qui se passe avec le bon Quintien de Rodez, qui, comme son nom ne l'indique pas, vient de Carthage et qui a récupéré l'évêché de Clermont par la volonté de Théodoric. Une nomination surprise après une brève interruption due à la révolte locale que Grégoire passe sous silence en affirmant que le dit Apollinaire a acheté sa charge. Une version plus politiquement correcte des disputes de pouvoir du VIe siècle apparemment. En tout cas, la nomination de Quintien est un bel exemple de grand écart entre la théorie et la pratique dont les Mérovingiens vont se révéler être des champions, et pas que sur le sujet des élections à l'épiscopat d'ailleurs. On l'a déjà dit, mais n'en déplaise à Romain, il est impossible de comprendre l'ère mérovingienne sans s'intéresser un minimum à la question religieuse, et notamment à celle des évêques, car aucun État, à aucune période de l'histoire, ne fonctionne dans la durée simplement sur la coercition militaire ou policière. Inévitablement, une adhésion ne serait-ce que minimum au système politico-social doit s'opérer, à coup de propagande ou en suscitant l'adhésion sincère des individus. Car c'est la seule manière pour les puissants d'obtenir des gueux qu'ils acceptent indéfiniment de se lever tout seuls le matin pour aller trimer dans les champs et de payer leurs taxes volontairement sans embrocher le collecteur de taxes ou l'officier de justice. Et pour ce qui est du VIe siècle, rien ne fonctionne dans les différentes provinces du Regnum sans le concours des autorités spirituelles et administratives locales reconnues et respectées par le peuple des cités. Or, ces autorités, ce sont les aristocrates du coin et leurs meilleurs représentants qu'est l'évêque qui contrôlent le bon fonctionnement de la justice, des infrastructures comme de l'aide sociale. Et si ces autorités devaient refuser de collaborer avec le roi, rien ne pourrait marcher en réalité dans le Regnum. D'où des vérités plus contrastées sur le mode de désignation de ces hommes de Dieu que la théorie officielle du clero et populo. La réalité, c'est que les rois sont souvent à la manœuvre pour le choix des titulaires, mais pas toujours. Alors, prenons des vedettes de l'époque, comme Nicétius de Trèves, un parachuté absolu, jeune ecclésiastique venu du sud de la Loire, envoyé outre-Rhin par Théodoric le Fourbe dans l'ancienne capitale impériale. Et idem, notre Quintus de Rodez, envoyé à Clermont par la pure volonté du prince, suivi d'ailleurs de Gallus, l'oncle de Grégoire et pyromane de Cologne, expédié à sa suite quelques années plus tard. Les exemples sont multiples. Et que dire de la veuve de Clovis, sainte Crodéchilde,
qui nomme successivement à Orléans 2 évêques bourguignons de son entourage pour contrôler la capitale du royaume de ses petits-enfants. Ce qui ne veut pas dire que ces hommes étaient ineptes ou indignes de la fonction. Nicétius est un homme talentueux, dévoué, profondément croyant et avec une bonne poigne, mis à la tête de la ville de Trèves que Théodoric le Fourbe veut relever de sa ruine les dernières décennies. Généralement, même si les règles officielles sont parfois bafouées, le choix des évêques au VIe siècle semble continuer de privilégier des hommes véritablement passionnés par leur mission spirituelle et sociale, ce qui assure sur la durée le succès de leur épiscopat respectif. Mais plus bizarre que ces choix plus ou moins éclairés des princes, on trouve aussi une foule d'autres exemples où le roi laisse passer des candidats locaux, émanation de l'aristocratie d'une ville qui propose voire impose un homme du coin, généralement membre d'une dynastie familiale aristocratique régionale, comme l'était lui-même le vieux Rémy de Reims, toujours en vie dans les années 20. Et puis, que dire de la variété de leur formation? Une bonne partie étant des ecclésiastiques, venant d'un monastère ou ayant servi sous l'évêque précédent, mais d'autres sont de simples laïcs, qu'ils soient des commesses du roi ou des aristocrates locaux, et qui s'improvisent tout à coup chefs spirituels d'une cité. La règle, c'est qu'il n'y en a pas, ou plutôt que l'élection de l'évêque est toujours le fruit d'un rapport de force. Toutes les puissances du royaume s'activent en général derrière ces choix, à commencer par le ou les souverains qui ne sont pas les patrons directs, mais qui marchandent, négocient, influencent ou réussissent à imposer ici ou là de bons candidats, évitant par-dessus tout de se retrouver avec des oseaux ou des ennemis en charge d'une autorité pareille. De toute façon, choisi ou non par le palais, le plan n'est sûrement pas de se disputer avec ces hommes puissants, mais bien de trouver les moyens de travailler ensemble en évitant de se braquer mutuellement. Alors oui, il y aura des coups de sang et des disputes au fil des décennies. Les évêques locaux se retrouvant souvent tiraillés entre leur fidélité au roi, leur obéissance à Dieu, la responsabilité de leur communauté et les intérêts de leur caste, les 4 forces les entraînant parfois dans des directions très différentes. Mais ces disputes sont exceptionnelles et dans un premier temps mesurées. Les rois du VIe siècle vont exiler une poignée d'évêques trop récalcitrants et vus comme des gêneurs, mais aucun ne sera jamais mis à mort. Inversement, quelques braves, comme saint Nicétius de Trèves, vont pousser le bouchon jusqu'à excommunier le roi pour inconduite sexuelle. Mais ces affaires se tasseront toujours au bout d'un moment. La vérité, c'est que les rois du Regnum et les évêques se tiennent littéralement par la barbichette, les uns ayant souvent besoin des autres pour valider leur autorité dans leur sphère d'influence respective, et tous ont intérêt à se soutenir plutôt que de se chercher des noises comme l'avait bien pressenti Clovis. La petite différence avec 486 et la première lettre un peu condescendante de l'évêque de Reims, c'est que ces hommes se connaissent un peu mieux maintenant. Les Francs païens venus du Nord et prenant le contrôle militaire du territoire, et les aristocrates gallo-romains arc-boutés sur leur cité et leur culture romaine, se toisant avec méfiance à l'heure de la conquête, commencent insensiblement 30 ans plus tard à se rapprocher. Les rois ont accepté à 100% le credo nicéen à la suite de Clovis et se positionnent maintenant comme les champions de la foi. Et ils trouvent donc les moyens peu à peu d'avoir leur mot à dire dans l'organisation du christianisme dans leur propre royaume. Quant aux aristocrates, eux-mêmes réalisent que le pouvoir politique commence à remodeler l'espace et l'économie de leur pays, en offrant des opportunités et des options dans ce monde ultra compétitif. Pour n'importe quel prélat, tourner le dos au souverain très chrétien devient une option assez imprudente en réalité. Concrètement, la nette séparation des pouvoirs des premiers temps entre ces deux puissances si différentes culturellement, ethniquement et politiquement commence à s'estomper. Peu à peu, on passe d'un royaume piloté par le roi et des évêques à un regnum piloté par le roi avec les évêques, où savoir s'arranger avec le souverain devient une compétence de plus en plus nécessaire pour réussir dans son ministère local. Et si vous vous demandez pourquoi Grégoire, pourtant si à cheval sur les questions d'orthodoxie religieuse généralement, ne la ramène pas trop sur ces vilains arrangements très pragmatiques, passant son temps à vanter la sainteté de la plupart de ses illustres prédécesseurs, plutôt que de trop insister sur les magouilles pas toujours ragoûtantes derrière leur élection ou leur épiscopat, la raison est toute simple. C'est parce que cet Auvergnat pur jus n'a obtenu son évêché de Tours
que parce qu'il a su devenir un fidèle d'un roi du Regnum, le fils de Clotacar le Futé. Et c'est grâce à ce parrainage qu'il s'est littéralement fait parachuter en Touraine, assez loin de son Auvergne natale, et honnêtement, sans trop se soucier de la voix du clergé et du peuple de la ville. Une petite précision qui n'enlève rien à son œuvre d'écrivain ou d'évêque, mais qui, évidemment, rappelle qu'il faut être tout autant prudent avec les affirmations incroyables de Grégoire qu'avec ses silences polis sur les vérités dérangeantes des temps mérovingiens.